Bonjour et bienvenue aujourd'hui à Kiev. Je suis avec mon ami Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Xavier. Encore une fois, cette fois-ci, on va parler d'économie. Dans les précédentes vidéos, on avait analysé un petit peu les perspectives sur l'énergie, etc. On avait été un petit peu alarmiste. Cette année, ça a l'air pire que l'année dernière, donc on verra bien comment ça tient. Mais cette fois-ci, on va plutôt se concentrer sur les perspectives futuristes économiques, parce qu'on dit beaucoup que la Russie ne parviendra pas à conquérir ou à faire plier l'Ukraine militairement. Et donc la fin de la guerre surviendra plutôt par l'effondrement économique de l'un des deux camps. Donc on va justement faire un petit bilan, surtout en regardant sur l'Ukraine, mais avec un point sur la Russie. Où est-ce qu'on en est Où est-ce qu'on en est ? Alors de ce point de vue-là, il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont moins positives. Du côté positif, les réserves de la Banque centrale sont au maximum historique. Ukrainienne. Donc on a à peu près 5 mois de réserve, ce qui est bien au-dessus des 3 mois qui sont généralement acceptables. Donc la monnaie est stable. On tourne aux alentours de 50 hryvnia pour 1 euro depuis déjà quelques mois. Oui. L'inflation rentre sous contrôle. Cette année, elle est estimée à 13%. L'année prochaine, on l'estime à moins de 10%, aux alentours de 7-8%. Donc l'inflation est plus ou moins sous contrôle. Par contre, ce qui est un petit peu moins positif, c'est que la croissance, une croissance atone cette année, attendue à 2%, attendue à 2% l'année prochaine. Et évidemment, il y a énormément de risques par rapport au scénario que va prendre la guerre. Et évidemment, le besoin massif de l'État ukrainien de l'aide internationale. Donc, mais quelle est la part du budget ukrainien ? Je sais pas, c'est un tiers, la moitié de son budget national qui est subvenu par les étrangers. C'est plus de 50%. Plus de 50% aujourd'hui. Le déficit ukrainien est attendu entre 30 et 40 milliards par an. Oui. Ce qui représente à peu près l'équivalent de son budget. Des donations. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que les Russes peuvent pas taper dessus. Oui. Et d'un autre côté, c'est-à-dire qu'ils dépendent. C'est tout pour ça qu'on discute de plus en plus en Europe de saisir les avoirs russes et de trouver un moyen légal de les transférer en Ukraine sous la forme d'un prêt garanti ou autre chose. Parce que évidemment, les Européens comprennent maintenant qu'ils vont devoir probablement aider encore l'Ukraine pendant plusieurs années. Ça va coûter, comme je te l'ai dit, entre 30 et 40 milliards de dollars par an. Ça, je te parle hors dépenses militaires. Oui. Et donc, si tu multiplies ça par 2, par 3, ça te fait une somme qui est très conséquente et les politiques européens, évidemment, n'ont pas envie de faire payer leur population. Donc, c'est pour ça que les conversations sur la saisie des avoirs russes deviennent de plus en plus intenses depuis quelques semaines. À la fois pour soutenir l'armée et pour soutenir l'économie de manière générale. Mais tu parles de soutien financier international. C'est un cadeau ? C'est des prêts? C'est l'émission de dette? C'est quoi? Non, c'est pas du tout un cadeau. Il y a une partie qui est de donation, mais ça représente aujourd'hui entre 25 et 30% de l'aide internationale qui est apportée à l'Ukraine. Le reste, c'est des prêts. Le reste, c'est des prêts. Pour le moment, il n'y a pas eu d'émission obligataire qui soit liée d'une manière directe à l'aide ukrainienne, mais ça peut peut-être venir. Ça peut peut-être venir particulièrement si les avoirs russes sont saisis. Il y a beaucoup d'idées qui consistent comme quoi il y aura un fonds qui sera propriétaire de ces avoirs ou qui aura la gestion de ces avoirs, qui émettra de la dette qui sera tradable sur le marché. Mais c'est une idée. D'accord, donc on émet déjà de la dette pour aider l'Ukraine, sachant qu'on sera remboursé par les avoirs russes dans le futur. C'est plus ou moins ça ? Je pense que premièrement, on sera remboursé par l'Ukraine, plus que par les avoirs russes. Je pense que les avoirs russes vont vraiment aller au financement de la reconstruction de l'Ukraine, et l'Ukraine reconstruite, avec un PIB beaucoup plus grand qu'aujourd'hui, sera en mesure de rembourser les Européens qui l'ont aidé durant ces années cruciales. Surtout qu'objectivement, ils sont en train de développer un savoir-faire dans l'IT, dans l'intelligence artificielle, dans les drones, dans l'armement qui est incroyablement supérieur à tout ce qu'on fait chez nous pour beaucoup moins cher. On en parlera plus prochainement. Tu parles de croissance. La croissance est faible. En étant ici, en voyant les coupures électriques, en voyant les trains qui vont plus jusqu'à Kramatorsk, j'ai eu du mal à rentrer de Kramatorsk, je pourrais dire que finalement une croissance positive, c'est même plutôt pas mal en réalité. Oui, c'est ce que j'appelle une croissance en développement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, l'effort de guerre est en train de guider la grosse partie de la croissance économique. C'est quand même attendu. Donc, on est évidemment sur un investissement public qui est en train de pousser la croissance économique. C'est keynésien. C'est assez keynésien. C'est évidemment assez keynésien.
Après, je suis d'accord avec toi. Depuis quelques mois, nous souffrons des attaques aériennes russes. Ouais. Le président l'a dit publiquement qu'il y a plus de 50% des capacités de stockage et d'extraction de gaz qui ont été détruites ou sévèrement endommagées. Le réseau électrique a été endommagé aux alentours de 20%. Et en plus des destructions précédentes ou par rapport à 2021? Ah ouais. En plus des destructions cumulatif. précédentes. C'est pour ça que depuis quelques semaines, tu l'as vu par toi-même, il y a quand même des coupures d'électricité assez sauvages. Ok. Et c'est quelque chose avec lequel on doit vivre. Et nous sommes mi-novembre et malheureusement, je pense que ça va empirer jusqu'à la fin de l'hiver. Alors autant les usines d'armement que j'ai pu visiter, elles ont une capacité de produire de l'électricité, de l'énergie, du chaleur indépendamment du réseau. Je suppose que l'industrie normale, elle, par contre, quand il n'y aura plus d'électricité et de gaz, ça va s'arrêter. Bien sûr, elle souffre. Mais depuis 3 ans, les Ukrainiens sont en train de réfléchir à des moyens pour mitiguer ce type de problème. Et par exemple, je ne sais pas si tu le sais, mais le réseau ukrainien est maintenant connecté au réseau européen. Donc tu peux importer de l'électricité d'Europe. Et les industriels ont la possibilité de ne pas être coupés s'ils importent de l'électricité d'Europe à un prix fixe c'est assez cher, mais au moins ils seront pas coupés. Donc il y a des solutions qui existent. Il y a l'aide internationale. Maintenant, on travaille énormément sur des solutions de stockage d'électricité. On travaille énormément sur des turbines de génération indépendantes qui vont marcher au gaz, qui seront connectées aux réseaux municipaux. Très local. Et qui sera local. Donc on travaille sur beaucoup de solutions. Mais c'est vrai que ça fait mal au cœur que un grand pays comme l'Ukraine, qui doit être exportateur net d'électricité, soit obligé d'importer de l'électricité d'Europe et d'importer du gaz des pays étrangers. Bien sûr. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'au final, tant que l'Ukraine a un soutien international, économiquement, elle se effondrera pas? C'est-à-dire qu'il y a une ressource qui est capable de tenir malgré les offensives et les éventuelles destructions russes de cette année? Économiquement, tant que les Européens soutiennent l'Ukraine aux alentours de 30 à 40 milliards de dollars par an pour aider son budget, plus nous fournissent les armes qui sont nécessaires, je ne vois pas un écroulement de l'économie ukrainienne. C'est quelque chose qui n'est pas réalistique. D'accord. Maintenant, il y a des choses qui m'inquiètent, notamment le nombre de personnes qui ont quitté le pays. Oui. Tu as le chiffre de 6 millions de personnes qui ont quitté le pays, et tu as le chiffre récent qui est encore plus inquiétant. Comme tu le sais, le président Zelensky a donné l'autorisation aux 18-22 ans de quitter le pays. Pour faire leurs études, pour faire leurs études. Et il y a, les Allemands ont communiqué sur un chiffre de 100 000 jeunes Ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine depuis la fin août, ce qui représente à peu près 10% de la population de ces tranches d'âge ukrainiens. Donc en fait, on commence à avoir le même problème que les Russes, dans le sens où tu as une pénurie de main-d'œuvre. Trouver aujourd'hui un vendeur, trouver un commercial, trouver même quelqu'un qui va t'installer du parquet chez toi, ça devient de plus en plus difficile. Donc on commence vraiment à avoir une pénurie de main-d'œuvre, et donc la guerre d'attrition, on commence à la sentir. Même avec l'aide européenne, on commence à manquer de main. Tout bêtement. Bon, surtout que les gens qui s'installent pendant 2, 3, 4 ans à l'étranger, plus le temps passe, moins il y a de probabilité qu'ils veuillent revenir une fois que la guerre sera finie. Ça, c'est évidemment, s'ils ont trouvé un travail, s'ils ont un travail stable, s'ils ont mis leurs enfants à l'école, plus chaque jour qui passe, la probabilité qu'ils reviennent s'amenuise. Il y a 30 millions d'habitants là? Écoute, officiellement, on est à 37, toujours 36, 37. Officieusement, et on a des estimations par rapport à la consommation d'électricité ou le nombre de cartes SIM actives, on est tombé en dessous des 30 millions. En dessous des 30 millions. Probablement, on est entre 29 et 29,5 à ce jour. Ok, c'est triste. Mais on parle évidemment que des zones libres. Il y a une partie des Ukrainiens en zone occupée qui ne sont pas comptabilisés dans ces chiffres. Bien sûr. On fait un petit point sur la Russie? Oui, si tu veux. Tu sais, moi je suis d'un nature optimiste. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. On analyse les revenus russes, leur flux de trésorerie est quand même de moins en moins important, notamment par la vente de gaz, etc., et de pétrole et d'énergie. Moins 40% par rapport à l'avant-guerre. 600 millions d'euros par jour, ça reste toujours beaucoup d'argent, évidemment. Et en même temps, on voit à quelle vitesse ils vident leur fonds souverain. Et le fonds souverain, a priori, dans moins d'1 an, il est vide. Est-ce qu'on peut se dire que les Russes, eux, n'ayant pas de soutien financier de la Chine ou je sais pas où, que eux, ils vont arrêter la guerre parce qu'économiquement, ils peuvent plus continuer avant que l'Ukraine ne craque? Alors, est-ce que économiquement, ils vont s'effondrer? La réponse est oui. La question principale, c'est quand. Oui. Ton scénario est un scénario qui est possible, mais qui n'est malheureusement pas probable. C'est-à-dire que tu réfléchis dans une économie ouverte où le peuple a le moyen de dire son mot.
Je pense que la Russie peut, pendant un certain temps, financer sa guerre par l'inflation, c'est-à-dire à appauvrir les populations qui n'est pas active, qui est donc les retraités, les fonctionnaires. Ils ont les moyens probablement de faire tourner la planche à billets. Il y a aussi des moyens qui sont plus violents, par exemple l'expropriation des avoirs des oligarques. Okay. Ça représente plusieurs centaines de millions de dollars. Et puis milliards milliards de dollars évidemment. Ouais. Et puis et vu que les Russes ont de plus en plus de mal à investir à l'étranger, bah, tu as une rapatriation des capitaux russes qui étaient à l'étranger vers la Russie, et ça contribue évidemment à financer la guerre aussi. Donc la fin du fonds souverain veut pas dire la fin de l'argent pour l'État qui pourrait, dans une non-démocratie, capter l'argent qui ne leur appartient pas. L'inflation en Russie est très élevée, elle est aux alentours de 10%. Mais est-ce qu'elle peut monter à 17-18%? Oui. Est-ce que les Russes, à un moment, vont être dans une situation de stagflation? Oui. Mais je pense que il est prudent et il est malheureusement probable que durant les 2 prochaines années, il n'y ait pas un effondrement de l'économie russe. En tout cas, je ne parierai pas là-dessus. C'est possible, mais ce n'est pas probable. D'accord, donc pas d'effondrement russe avant dans 2 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut se préparer à avoir une guerre qui va durer en 2026 et probablement en 2026. Tu sais que j'ai pris mon t-shirt rose, je vous montre ce t-shirt rose. C'est le t-shirt du Flamingo. Flamingo, les amis, c'est le missile qui est développé par une société incroyable, Firepoint. Je vous renvoie vers cette vidéo où j'ai pu rencontrer la CTO de cette boîte. Le Flamingo va pas accélérer la fin de la capacité russe à financer sa guerre? J'espère. Ouais, mais c'est pas une arme magique comme tout le monde le dit évidemment. Mais c'est malheureusement pas une arme magique, mais c'est une très très belle arme. C'est une arme qui est bien, mais l'accélération de l'effondrement de l'économie russe, l'électricité, parce que pour la première fois, les Ukrainiens ont la capacité de faire subir aux Russes ce que eux subissent. Est-ce qu'à pas un moment, la mentalité russe va dire, bon bah en fait cette guerre on n'avance pas, militairement on a pris Pokrovsk et 2-3 pauvres villes paumées, il n'y a pas un moment où les gens vont se réveiller? T'es pas psychologue et t'es pas sociologue. Écoute, mais je pense malheureusement que les Russes maintenant, depuis une génération, ils sont sous l'influence notamment médiatique de Poutine et des organes de presse qui travaillent pour eux. Et je pense qu'il y a une part de propagande qui cache la vérité à de nombreux Russes. Et malheureusement, je ne vois pas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, une prise de conscience. Elle arrivera peut-être, je l'espère, mais je ne parierai pas là-dessus. Bon, les amis, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut se préparer à une guerre qui va être encore longue, probablement 2 ans du coup. Au moins 2 ans avant que la Russie renonce économiquement. Peut-être qu'elle aura renoncé militairement avant, peut-être que Donald Trump, si jamais il nous regarde, si jamais il a la bonne idée d'aboutir à quelque chose de concret, la paix par la force, Donald, on t'y avait promis ça, on continue à y croire. Alex, merci. Un grand merci. Au revoir. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt.